Et comme ça, est-ce que tout le monde a le partage? Non. Comment ça se fait, ça? Ben, vous quittez, alors quittez quittez l'appel et vous réintégrez l'appel, la conférence. Tout est noir. C'est bon là? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Alors, bon, j'espère que vous avez eu, vous vous êtes donné quand même la peine de vous imprégner des applications. Alors, ça ne sert strictement à rien que je vous donne les solutions sans pour autant que vous ayez un petit peu essayé de traiter les exercices. Bon, pour certains, il s'agit de faire des cartes de restriction. Donc, si vous-même n'arriviez pas, c'est-à-dire à raisonner par rapport à cela, ça ne sert strictement à rien que je vous donne les solutions. Donc, je vous demande, vraiment, c'est dans votre intérêt, je vous demande de traiter les applications. Bon, aujourd'hui, on va traiter une partie, mais vous deviez impérativement, à vous seul, essayer de faire vos cartes de restriction, essayer de comprendre un petit peu, l'approche. Bon. Donc, je commence par le premier exercice, l'exercice A, où on vous dit qu'on réalise une digestion de restriction de l'ADN du bactériophage lambda, qui fait approximativement 45 kilobases, par l'enzyme écoréen. Ils vous disent que la répartition des nucléotides sur la séquence d'ADN étant considérée comme aléatoire, combien de sites de restriction écoréen doit-on s'attendre à trouver sur l'ADN du phage lambda? Alors, je vous ai donné au niveau de la diapo le site reconnu par écoréen. Alors, bien sûr, ce ne sont pas... bon, la question m'a déjà été posée par des étudiants. Est-ce que vous êtes censé retenir les sites de reconnaissance des enzymes de restriction? En fait, c'est non. C'est à nous de vous donner les séquences. Il est vrai que dans les applications telles que je vous les ai données, il n'y a pas la séquence écoréen, mais partons du principe qu'elle figure au niveau du topo, donc je n'ai pas trouvé, on va dire, l'utilité de l'intégrer au niveau de l'application. Donc pour moi, elle est à votre disposition, elle se trouve au niveau du support. Mais si on devait éventuellement vous poser une telle question, la séquence, bien sûr, de écoréen vous aurait été donnée. Donc, je vous ai donné la séquence de écoréen reconnue, encore une fois, toute enzyme de restriction ou chaque enzyme de restriction reconnaît une séquence qui lui est bien spécifique et ne peut agir qu'après avoir reconnu, bien sûr, cette séquence au niveau de la molécule d'ADN. Donc, la séquence de écoréen, en partant de 5' vers 3', c'est GAA-TTC. Donc, dans l'autre sens, dans le bras antisens, idem, en partant de 5' à 3', c'est la même séquence, GAA-TTC. Donc, on avait parlé justement des séquences palindromiques, donc des séquences qui peuvent se lire aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite, donc elles se lisent de la même façon. Encore une fois, ce n'est pas une règle générale. Certains enzymes de restriction possèdent des séquences non palindromiques. Bon, c'est vrai que dans la plupart des cas, ce sont des séquences palindromiques, mais pour certaines, donc ce n'est pas une règle générale, pour certaines, ça peut être des séquences non palindromiques.
Alors, ce site de reconnaissance, en fait, écoréen, est constitué, comme vous pouviez le voir, de 6 paires bases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je devais évaluer la fréquence de ce site de restriction, qui équivaut en fait à la fréquence de tout site de restriction à 6 paires bases, ça serait 1 sur 4 puissance n, n étant bien sûr la longueur du site de restriction, qui dans notre cas est égale à 6 paires bases. Donc la formule vous a été donnée dans le topo, au cours du topo. Donc on avait parlé de fréquences théoriques pour les sites de restriction. On avait bien précisé que c'était des fréquences théoriques parce qu'elles étaient évaluées sur la base d'une répartition à raison de 50% de base GC et 50% de base AT, si vous vous en rappelez. Donc, partons de ce principe-là. On avait dit que la répartition de ces bases, effectivement, au niveau des génomes, n'est pas forcément équitable. Dans certains organismes, on retrouve plus de GC que de AT. Dans d'autres, ça sera des organismes riches en AT et pauvres en GC. Donc, ce ne sont pas forcément des fréquences qui reflètent la réalité, ce sont des fréquences théoriques qui nous permettent juste d'avoir, on va dire, une idée globale sur la fréquence des sites de restriction. Et on avait déduit quelque part que finalement, les sites de restriction à 4 paires bases étaient plus fréquents que ceux de 6, étaient plus fréquents que ceux de 8. Donc, ce qui nous a été demandé, ou ce qu'on nous demande dans le cadre de cet exercice, pardon, les étudiants qui intègrent, dans le cadre de l'exercice, est de déterminer le nombre de sites de restriction au niveau de l'ADN du phage lambda. Et on nous a donné la taille de l'ADN du phage lambda, elle fait approximativement 45 paires bases. Donc, dans un premier temps, par le biais de cette formule-là, je vais devoir évaluer la fréquence de sites de restriction de écoréen. Donc, celle-ci est égale, bien sûr, à 1 sur 4 puissance 6. Donc, ça nous fait 1 sur 4096. Donc, c'est-à-dire que j'ai un site de restriction pour écoréen chaque 4096 paires bases. Est-ce que vous arrivez à... est-ce que l'animation arrive ou pas? S'il vous plaît. Faut que je sache comment... Donc, vous aviez l'animation quand je fais en plein écran? D'accord. Bon. Alors, donc, en appliquant la formule qui vous a été donnée, donc la longueur du site étant égale à 6 paires bases, donc la fréquence de site de restriction de écoréen est égale à 1 sur 4 puissance 6, c'est-à-dire 1 sur 4096 paires bases. En d'autres termes, le site de restriction de écoréen on retrouve plutôt un site de restriction pour écoréen chaque 4096 paires bases. Et cela correspond en fait à la fréquence de n'importe quel site de restriction à 6 paires bases. Cependant, ce qu'on nous a demandé dans le cadre de l'exercice, ce n'était pas d'évaluer la fréquence du site de restriction des Coréens, mais le nombre de sites de restriction de écoréens au niveau du génome du bactériophage lambda. Pour déterminer le nombre de ce site de restriction, que deviez-vous faire? J'aimerais bien que quelqu'un me réponde. Sachant qu'on vous a donné la taille du génome du bactériophage lambda, on vous a dit qu'elle était égale à 45 kilobases. Donc, pour déterminer le nombre de sites de restriction de écoréens au niveau du génome de ce bactériophage, que deviez-vous faire?
Est-ce que quelqu'un a une réponse? Réveillez-vous, il est 8h30, allez. On a évalué la fréquence du site de restriction de Écoréen. Je vous ai dit qu'il était égal, en fait, à la fréquence de n'importe quel site de restriction à Cyperbase. Donc, il est égal à 4096 per base, c'est-à-dire que j'ai un site, quelque part, pour Écoréen, chaque 4096 per base. Mais on vous a donné la taille du génome du bactériophage lambda. On vous a dit qu'elle était égale à 45 kilobases. Donc, comment alliez-vous déduire le nombre de sites de restriction de Écoréen au niveau du génome du bactériophage lambda? Que deviez-vous faire? Proposez quelque chose, même si c'est faux, proposez quelque chose. Réveillez-vous, il est 8h30 encore une fois. Madame, Oui, c'est la fréquence fois la taille du génome. c'est la fréquence sur la taille du génome, effectivement. Donc, vous aviez la fréquence que vous aviez évaluée, donc elle est de 4096 per base, et vous aviez la taille du génome qui est égale à 45 kilobases. Bien sûr, il faut convertir, donc ça vous fait 45 000 per base. Pour déterminer le nombre de sites de Écoréen, il s'agit de diviser la taille du génome sur la fréquence des sites de restriction. Et vous Madame, oui, on est en train de répondre sur le chat. oui, mais celui qui a une réponse débloque le micro et donne la réponse. D'accord? Parce que si je dois vous attendre pour noter au niveau du chat, je ne pense pas qu'on va pouvoir avancer beaucoup. D'accord? Donc, je disais que ayant la taille du génome, donc on vous a donné la taille du génome du bactériophage lambda, elle est égale à 45 kilobases. Il faudrait bien sûr la convertir en per base. Donc, multiplié par 1000, ça vous donne 45 000 per base. La taille de ce génome divisée par la fréquence du site de restriction, donc, vous permet de déduire le nombre de sites au niveau de l'ADN du phage lambda et il est égal à 10,98. Donc, en fait, Écoréen possède 10 sites de restriction au niveau du génome du bactériophage lambda. Est-ce que c'est clair? J'ai pas d'étudiants. Non, j'ai pas d'étudiants. J'ai pas d'étudiants, hein, donc. Est-ce que c'est clair ou pas pour cette première question? Donc voilà. Donc quand on vous demande, donc il faut bien lire la question.
Il y a des questions où on vous demande d'évaluer la fréquence d'un site de restriction. Dans ce cas-là, vous appliquez la formule telle que qu'on vous l'a donnée. Donc, la fréquence est égale à 1 sur 4 puissance n, n étant bien sûr la taille de votre site de restriction. Maintenant, si on vous demande le nombre de sites de restriction, là, il va vous falloir bien sûr la taille du génome ou la taille du fragment d'ADN. Donc, il s'agit tout simplement de diviser la taille de ce génome ou de cet ADN par la fréquence afin de retrouver le nombre de sites que renferme bien sûr ce génome ou cet ADN. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? D'accord. À la deuxième question. Alors, deuxième question. Là aussi, je voudrais que vous me répondiez. Alors, une unité d'enzyme. Ce que je vous demanderai, par contre, on vous l'a souvent dit, du moins, on nous l'a souvent dit quand on était jeune. À l'école, on nous disait, enfin, je vous le dirai en arabe parce qu'on nous le disait en arabe, c'est ce que je vais vous demander quelque part de faire. Lisez attentivement les questions avant de répondre. D'accord? D'ailleurs, bon, les diapos, j'ai souligné, j'ai mis en gras les mots-clés, mais lors de l'examen, donc je ne vais pas le faire pour vous, c'est à vous de devoir lire correctement les questions et d'interpréter un petit peu ces questions afin de pouvoir répondre correctement. Alors, à la deuxième question, alors, pardon, il y a des étudiants. À la deuxième question, on vous demande de calculer, de déduire la quantité d'enzymes utilisées pour une digestion complète d'un microgramme d'ADN de phage lambda par écoréen en 1 heure. Pardon, bon, il y a des étudiants. Voilà. Je reprends. Donc, on vous demande de déduire donc, la quantité d'enzymes utilisées, qu'on doit utiliser pour faire une digestion complète. Maintenant, vous êtes en mesure, normalement, de faire la différence ou de me dire systématiquement la différence entre une digestion complète et une digestion partielle. Donc, d'ailleurs, qui peut me faire la part des choses. Donc, lorsqu'on parle d'une digestion complète, qu'est-ce que cela signifie? Vous débloquez, s'il vous plaît, le micro pour répondre. Hein. On l'a vu en cours. On a parlé de digestion partielle. Et par opposition, je vous ai l'équilibre de tous les sites de restriction. Effectivement. C'est-à-dire que l'enzyme en question, là, c'est l'écoréen, va devoir agir sur la totalité des sites de restriction qui sont portés par l'ADN du phage lambda. D'accord? Donc, cela exclut éventuellement toute possibilité. Pourquoi on vous précise la question digestion complète? Parce que pour faire une digestion partielle, il fallait soit réduire de la concentration de l'enzyme, et là, du moment où on parle de quantité, donc de concentration quelque part d'enzyme, donc la notion de complète et partielle est relativement importante. Donc, on parle d'une digestion partielle. Pour faire une digestion partielle, on doit réduire soit la concentration de l'enzyme ou son temps de réaction. Et là, on vous a bien précisé dans la question que c'était une digestion complète. Donc, il n'est pas question d'agir sur ces deux paramètres. Donc, il faut déduire la quantité d'enzymes nécessaire pour une digestion complète. Il n'y a pas de réduction de concentration possible ou de temps de réaction possible. Alors, pour ce faire, on vous a donné la définition d'une unité d'enzyme et on vous l'a d'ailleurs donné dans le topo. Donc, une unité d'enzyme est définie bien sûr comme étant la quantité d'enzymes qui est capable de cliver
1 microgramme d'ADN sur un site de restriction en 1 heure de temps, bien sûr. Donc, à vos claviers, donc je voudrais bien, bon, pas forcément à vos claviers, mais réfléchissez. Donc, je voudrais bien que vous me dites comment pouvoir déduire la quantité d'enzymes et quelle est cette quantité d'enzymes utilisée pour digérer 1 microgramme d'ADN lambda par écoréen en 1 heure de temps. La question, bien sûr, est en relation avec ce qu'on a déduit lors de la première question. Donc, par définition, on a une unité d'enzyme, c'est la quantité capable de cliver 1 microgramme d'ADN sur un site de restriction en 1 heure. Or, j'ai combien de sites de restriction au niveau de mon ADN phagique? On l'a déduit tout à l'heure. Effectivement, donc, règle de 3, bon, ça va. Effectivement, donc je suis en train de voir un petit peu ce que vous m'aviez mis sur le chat. Donc, effectivement, donc, on vous a donné la définition. Donc, vous aviez une unité d'enzyme, c'est la quantité d'enzyme capable de cliver 1 microgramme d'ADN sur un site de restriction en 1 heure de temps. Donc, or, le génome du phage lambda, tel qu'on a pu le déduire tout à l'heure, on avait dit qu'il présentait 10 sites de restriction pour écoréen. Donc, le génome du phage lambda présente 10 sites de restriction pour écoréen. Cela signifie que tout simplement, vu qu'une unité nous permet de digérer 1 microgramme d'ADN sur un site de restriction, donc si j'ai 10 sites de restriction, il me faudra 10 unités pour pouvoir digérer 1 microgramme de ce génome-là. Est-ce que c'est clair ou pas? Clair pour tout le monde? D'accord. Bon. Encore une fois, si vous aviez des questions, si vous aviez des choses que vous n'êtes pas arrivé à comprendre, je vous ai envoyé également le topo. Donc, même par rapport au topo, s'il y a des choses qui vous ont échappé, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, vous pouviez toujours intervenir et poser vos questions. Alors, à la troisième question, on vous dit quels sont les paramètres ou quels paramètres de l'activité enzymatique doivent être pris en considération afin d'optimiser la digestion enzymatique de l'ADN. Ça vous a été donné dans le topo. C'est les conditions d'activité des enzymes de restriction qu'on a discuté ensemble. Donc, on avait parlé de plusieurs paramètres. Alors, premier paramètre, je vous écoute en fait. Quels sont les paramètres donc, qui sont au niveau de
de votre topo. Par ordre, on va dire, de priorité, quel serait le premier paramètre limitant quelque part l'activité des enzymes de restriction? C'est la digestion partielle. Non. De quelle digestion partielle parliez-vous? Non, les paramètres qui régulent l'activité des enzymes. Donc, il y a toute une diapo que je vous ai donnée dans ce sens, où on parle justement de l'activité des conditions ou des paramètres qui influent l'activité des enzymes de restriction. Si vous vous en rappelez, on a parlé du pH, de la salinité, du magnésium. Non, ce n'est pas une digestion partielle dans la deuxième question, c'est une digestion complète. Dans le cas où elle est partielle, on ne pourra pas forcément déduire la quantité d'enzymes, parce qu'encore une fois, on avait dit que pour pouvoir effectuer une digestion partielle, on est censé réduire soit du temps de réaction, soit la concentration de l'enzyme. Donc, on ne vous a pas plongé, on va dire, dans ce genre de considération. On vous a juste demandé de déduire la quantité dans le cas où la digestion est totale, c'est-à-dire lorsque l'enzyme est censée agir normalement sur la totalité des sites de restriction qui sont portés par le génome du phage lambda. Voilà. Donc maintenant, par rapport aux paramètres qui régissent l'activité de l'enzyme, bon, je pense que vous aviez les diapos donc, à votre disposition, donc on va clairement les reprendre. Donc vous aviez bien sûr la concentration du substrat, qui est l'ADN. Donc selon que si sa concentration, on va dire, est faible, l'enzyme de restriction ne pourra pas forcément digérer cet ADN. Donc, il y a la concentration de l'enzyme également, qui est un paramètre limitant. Donc, en fonction de la concentration de celle-ci, effectivement, je peux avoir soit une digestion partielle, soit une digestion totale. Et selon les objectifs que je me suis fixés, donc, il est nécessaire d'ajuster la concentration de l'enzyme au type de digestion que je voudrais effectuer. Il y a effectivement la température. On avait dit que l'incubation, généralement, de l'ADN avec les enzymes de restriction s'effectuait à 37 degrés Celsius. Généralement, c'est des incubations de 1 à 2 heures, bien qu'actuellement, il y a des enzymes, donc je vous ai précisé au niveau du topo, en vous disant qu'il y avait certaines enzymes, on va dire de nouvelle génération, qui pouvaient agir en un temps beaucoup plus réduit et effectuer la digestion au bout de 30 minutes. Donc, on avait également parlé du pH. Et je vous ai même dit qu'en fait, les enzymes, en les achetant de chez le fournisseur, elles sont livrées ou elles sont fournies en kit. Ce kit-là contient bien sûr leur tampon, le tampon de réaction. Ce tampon de réaction, bien sûr, dont le pH est soigneusement ajusté, et dans la composition, le degré de salinité, la composition en ion est soigneusement ajustée. Et finalement, prêt à l'emploi, il s'agit tout simplement de mélanger notre enzyme avec le tampon et de rajouter, bien sûr, l'eau distillée, la quantité d'eau distillée nécessaire pour effectuer la dilution, bien sûr, et de laisser notre enzyme digérer notre fragment d'ADN. Et on avait parlé du Mg2+, qui est également intégré dans la composition du tampon. Le Mg2+, les cations Mg2+, ce sont des cofacteurs
indispensable à l'activité des enzymes de restriction. C'est vraiment un facteur limitant. S'il n'y a pas les Mg2+, les enzymes ne peuvent pas digérer nos ADN. Donc, vous avez grossièrement ces 6 paramètres qui régulent un petit peu l'activité de l'enzyme. D'abord, la concentration du substrat, c'est-à-dire la concentration de l'ADN. Dans un deuxième temps, c'est la concentration de l'enzyme, donc qui doit être ajustée en fonction du type de digestion que je veux effectuer. Donc, selon que la digestion soit totale ou partielle, les concentrations ne sont pas les mêmes. Donc, les températures qui généralement sont de 37 degrés Celsius, et ça correspond un petit peu à la température d'activité de la plupart des enzymes. Donc, le pH, le degré de salinité et les Mg2+, ce sont 3 paramètres qui sont contrôlés quelque part ou sous contrôle du tampon. Donc, le tampon, encore une fois, quand on achète l'enzyme chez le fournisseur, donc elle est livrée avec son tampon de réaction, donc prêt à l'emploi, pour lequel le pH, la concentration des ions, etc., a été soigneusement ajusté. Donc, il s'agit tout bêtement de mélanger, de préparer la dilution, bien sûr, de la mélanger au tampon et de préparer la dilution aux concentrations voulues et de laisser la réaction se faire. Voilà, d'incuber notre mélange réactionnel pendant, en moyenne, 1 heure de temps, on va dire. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Qu'est-ce qu'elle a, la concentration? Je retrouve les questions. Bon. Est-ce que c'est clair? Donc, pour cette question-là, normalement, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est des choses qui vous ont été données dans le topo. Y a-t-il des questions ou pas? Madame, j'ai une petite question. Madame, comment la degré de salinité peut influencer l'activité de l'enzyme? C'est les concentrations en ions. Ben oui, ça influe. Ça influe, bien sûr que ça influe. Après, bon, c'est des notions dans lesquelles vous n'êtes pas censé rentrer en considération. Mais sachez que toute variation de pH, toute enzyme a un pH, on va dire, optimal pour son activité et une concentration en ions optimale pour son activité. Et par moment, des cofacteurs tels que le cation Mg2+. C'est comme ça, c'est comme ça. Ce sont des protéines. N'oubliez pas qu'une enzyme est une protéine. Et pour peu que, quand je parle de degré de salinité et également de concentration d'ions, c'est en relation avec le pH. Hein. Pour le peu que le pH ou que le degré de salinité ne correspond pas, on va dire, ça peut provoquer la dénaturation de notre protéine, donc la dénaturation de notre enzyme. C'est dans ce sens-là où ces paramètres sont importants. Le Mg2+, quant à lui, c'est un cofacteur de l'activité enzymatique, sans lequel l'enzyme ne peut pas agir. D'accord ? Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Alors. Donc, la question suivante.
Donc là, par contre, je vais vous accorder un petit moment de réflexion pour répondre à cette question. Vous aviez l'application sous vos yeux. Donc, vous l'aviez ou pas? D'accord. Donc, oui, parce qu'il y a un tableau que vous deviez sur lequel vous deviez répondre après avoir déduit, bien sûr, les volumes et les concentrations. Donc, alors, la question que je vous demanderai de traiter, donc pour laquelle vous allez devoir faire des petits calculs. Donc, on vous dit qu'on souhaite digérer 1 microgramme d'ADN. La solution d'ADN est fournie à une concentration de 0,5 microgrammes par ml. 10 unités d'enzymes sont nécessaires à la digestion d'1 microgramme d'ADN. L'enzyme utilisée a une concentration initiale de 10 unités par microlitre. Cette digestion se fait à pH constant grâce à l'addition d'un tampon concentré à 10 fois. Donc 10 fois, c'est-à-dire le volume du tampon initial utilisé doit correspondre à 10% du volume total final du tube de digestion. Et tout fin de compte, on vous demande de déduire les volumes qu'on doit déposer dans le tube de digestion pour obtenir un volume final de 20 microlitres. En d'autres termes, vous deviez déduire le volume de votre ADN par rapport à la concentration qu'on vous a donnée. On vous a donné une concentration d'ADN qui est de 0,5 microgrammes par microlitre. Donc, vous deviez déduire le volume d'ADN qu'on doit introduire dans le tube, le volume d'enzymes qu'on doit introduire dans le tube. Donc, on vous a dit que l'enzyme était concentrée à 10 unités par microlitre et également le volume du tampon qu'on doit intégrer dans ce tube-là, de telle sorte à ce que, bien sûr, son volume correspond à 10% du volume total final. Donc, vous aviez 3 volumes à déduire. Donc, vous aviez un tableau normalement à remplir. Donc, je vous laisse 2 petites minutes de réflexion et le temps de faire vos calculs et on corrige ensemble et on répond ensemble.
C'est bon ou pas?
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pu déduire au moins la quantité d'ADN? Ça calcule ou ça dort? Est-ce que quelqu'un est arrivé à déduire la quantité d'ADN? Est-ce que quelqu'un est arrivé à déduire la concentration au moins celle de l'ADN? Alors, ça vous donne combien l'ADN? Les personnes qui ont calculé les concentrations d'ADN, ça vous donne combien? Vous avez eu combien? Le volume, pas les concentrations, le volume d'ADN. Vous avez obtenu combien? Un volume de combien? Deux, effectivement. Alors, effectivement, donc pour l'ADN, donc je reprends un petit peu avec vous les calculs. Bon, on vous a dit qu'on souhaitait digérer 1 microgramme d'ADN. Donc la solution d'ADN est concentrée à 0,5 microgrammes par microlitre. Donc je m'arrête à ce niveau-là pour l'ADN. Donc c'est l'énoncé qui concerne l'ADN. Donc j'ai la concentration de l'ADN qui est à 0,5 microgrammes par microlitre. Or, moi, ce que je veux digérer 1 microgramme d'ADN. Donc, pour digérer 1 microgramme, c'est une règle de 3. Donc, 1 microgramme fois 1 que divise 0,5, ça vous donne 2 microlitres. D'accord? Donc, je dois introduire dans mon tube à Eppendorf, dans mon tube réactionnel, dans mon mélange réactionnel, je dois introduire 2 microlitres d'ADN. De même, je continue. Je dois déduire le volume de l'enzyme et celui du tampon également. Alors, par rapport au volume de l'enzyme, comment allez-vous le déduire? Donc, on vous a dit que l'enzyme utilisée présente une concentration initiale de 10 unités par microlitre. D'accord? Comment alliez-vous déduire le volume, on va dire, d'enzyme nécessaire qui doit être introduit, bien sûr, dans ce volume réactionnel?
Donc, c'est en relation avec les questions, c'est toujours le même exercice. Donc, c'est en relation avec les questions précédentes. On a combien? Alors, je reprends la diapo avec vous. Donc, on vous a dit que 10 unités d'enzymes sont nécessaires pour digérer 1 microgramme de notre ADN. Donc, encore une fois, vous aviez la définition d'une unité d'enzyme qui correspond en fait à la quantité capable de cliver 1 microgramme d'ADN sur un site de restriction en 1 heure de temps. Donc, la concentration initiale, elle vous a été donnée, elle est à raison de 10 unités par microlitre. Et il nous en faut en fait 10 unités pour pouvoir digérer 1 microgramme de notre ADN. Donc, quelque part, si j'ai 10 unités, c'est-à-dire que j'ai 10 sites de restriction. C'est toujours l'ADN du phage lambda. Il s'agit de l'ADN du phage lambda pour lequel on a déduit le nombre de sites de restriction. Ils étaient au nombre de 10. Donc, on a déduit la quantité d'enzymes nécessaires pour digérer justement cet ADN. Elle est de 10 unités. Donc, vous aviez 10 unités qui sont nécessaires pour pouvoir digérer 1 microgramme de cet ADN. Donc, il faut tout simplement, et vu que l'enzyme est concentrée à 10 unités par microlitre, il vous faut tout simplement prélever 1 microlitre de cette solution enzymatique et la déposer au niveau du mélange réactionnel. Est-ce que c'est clair ou pas? Effectivement. Donc, pour l'enzyme, donc certains ont fait les calculs, donc 1 microlitre. Donc, encore une fois, dans l'énoncé, on vous a précisé que l'enzyme était concentrée, donc la concentration initiale, on vous l'a donnée. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé le TD en vous disant qu'il s'agissait en fait de lire convenablement l'énoncé. On vous a donné la concentration initiale de l'enzyme qui est de 10 unités par microlitre. Et on vous dit également au niveau de l'énoncé que 10 unités d'enzymes sont nécessaires pour digérer 1 microgramme de cet ADN. Et il s'agit bien sûr de déduire les quantités et les volumes, pardon, pas les quantités, les volumes nécessaires pour digérer 1 microgramme de cet ADN. Donc, on vous dit qu'il nous faut 10 unités pour digérer 1 microgramme de cet ADN. Et vu que la concentration initiale est déjà à 10 unités par microlitre, donc il s'agit tout simplement de prélever 1 microlitre de cette solution initiale et de l'introduire dans notre mélange réactionnel. Pardon, 2 secondes. Allô? Sabah al-khair, Amina, bonjour.
Oui, pardon. Bon, vu que راكم معايا دوكا نتوما, alors normalement on était censé avoir, parce que j'étais en train de parler avec Madame Mendil, on était censé avoir le cours à 10 heures. Donc on a juste permuté, ça va être elle qui va vous prendre à 10 heures et moi je vous reprendrai fleur de cours taha à 11 heures. Voilà. Donc si vous pouviez si vous pouviez informer vos autres camarades, ça me sera utile, parce que là, je suis en TD Macoum, je ne peux pas le faire. Donc, si vous pouviez le faire, donc si vous aviez un groupe Messenger ou quoi, ou je ne sais pas sur quoi vous partagez les informations, donc dites-leur que les 2 cours ont été permutés. C'est Madame Mendil qui commence et après, ça va être le cours de génie génétique à 11 heures. Donc, je reprends rapidement, donc là où je me suis arrêtée. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à la concentration d'enzymes? Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Ou il y a des questions par rapport à la détermination du volume de l'enzyme à intégrer dans le mélange réactionnel? Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. D'accord. Alors, je reprends. Voilà. Bon, je vais mettre ça également en rouge, comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu le raisonnement. Alors, je vous ai mis un petit peu les énoncés qui me concernent en rouge, et qui m'intéressent du moins en rouge. On vous a dit que 10 unités d'enzymes sont nécessaires à la digestion d'1 microgramme d'ADN. L'enzyme qu'on va utiliser pour la digestion elle est fournie, on va dire, à une concentration initiale de 10 unités par microlitre. Et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la question, donc tout à fait en bas, donc de déduire le volume qu'on doit déposer dans le tube de digestion pour obtenir bien sûr un volume final de 20 microlitres contenant 1 microgramme d'ADN à digérer. Donc, il est question de digérer 1 microgramme d'ADN. Alors, la concentration initiale de l'enzyme, elle est de 10 unités par microlitre. Or, on vous a dit au niveau de l'énoncé qu'il vous fallait 10 unités pour pouvoir digérer 1 microgramme de cet ADN. Donc, il s'agit tout bêtement de prélever 1 microlitre de la solution initiale et de l'introduire au niveau du mélange réactionnel. D'accord? Donc, la concentration de l'enzyme étant initialement à 10 unités par microlitre, sachant qu'il vous faut 10 unités pour digérer votre ADN, donc vous allez tout simplement prélever 1 microlitre de cette solution initiale que vous allez déposer dans votre mélange réactionnel. Est-ce que c'est clair ou pas? Madame, donc Oui. notre tube inclut une quantité d'ADN plus d'enzymes plus de tampons, c'est ça? Exactement, c'est le mélange réactionnel pour effectuer et bon, plus tampon et bon, il faut compléter le volume aussi, parce qu'on vous a dit pour un volume final de 20 microlitres, pardon. Donc, il faudrait compléter notre volume avec de l'eau, exactement, avec de l'eau distillée. Mais le mélange réactionnel, c'est-à-dire les acteurs, on va dire, de cette réaction enzymatique, ce sont bien sûr les enzymes de restriction, le tampon propre à ces enzymes de restriction et l'ADN. C'est tout ce qu'il nous faut pour effectuer notre digestion. Donc, afin de déduire les volumes qu'on doit prélever et qu'on doit intégrer dans notre mélange réactionnel par rapport aux énoncés, donc on fait les calculs tout bêtement
par des règles de 3. Donc, tout bêtement par rapport à ce qu'on nous a avancé dans l'énoncé. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Donc, dernier paramètre, dernier volume à déduire, donc c'est bien sûr celui du tampon. Alors, le tampon, on vous a précisé, alors le tampon, c'est la diapo qui suit, on vous a précisé pour ce tampon qu'il doit représenter 10% du volume total final du tube de digestion. D'accord? Donc, on vous a dit que cette digestion se fait à pH constant grâce à l'addition d'un tampon concentré 10 fois. Et le volume de ce tampon, le volume du tampon initial utilisé, doit correspondre à 10% du volume total final du tube de digestion. Donc, vous allez devoir appliquer, bien sûr, une règle de 3. Donc, vous aviez le volume final qui représente en fait 100%. Donc, le volume final, c'est 20 microlitres. Nous devions déduire le volume par rapport à 10% de ces 20 microlitres. Donc, 100% représente 20 microlitres, c'est le volume final de mon mélange réactionnel. Or, on m'a dit que le tampon devait représenter en fait 10% de ce volume total final. Donc, 10% correspondent en fait à 2 microlitres. Donc, je dois prélever 2 microlitres de tampon et les introduire dans ce mélange réactionnel. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Du coup, donc, si on refait un petit peu les calculs, donc si on reprend un petit peu les calculs, donc on a pris 2 microlitres d'ADN, 1 microlitre d'enzyme, donc ça nous fait 3 microlitres, et 2 microlitres de tampon, donc ça nous fait 5 microlitres. Ils ont bien précisé que le volume final devait être de 20 microlitres. Donc, comment vais-je compléter ce volume réactionnel? Par quoi vais-je compléter ce volume réactionnel? Par de l'eau, effectivement, de l'eau distillée. Donc, on va devoir rajouter effectivement 15 microlitres d'eau distillée à ce mélange réactionnel pour ajuster le volume final à ce qui a été avancé dans l'exercice, donc 20 microlitres. Donc, on vous a d'ailleurs donné un tableau à compléter dans lequel on vous demande de déduire l'ordre dans lequel doit s'effectuer le dépôt des différents acteurs de ce mélange réactionnel. Il vous a bien précisé que l'enzyme devait être maintenue le plus longtemps possible à moins 20 degrés Celsius avant utilisation. Alors, généralement, comme j'ai pu vous l'expliquer lors du topo, les enzymes de restriction, les TAC polymérases, en fait, ce qu'on utilise pour la PCR, ce qu'on utilise pour la digestion, ce sont des enzymes qui doivent être conservées au congélateur. Et elles ne doivent être, en fait, retirées du congélateur qu'au moment de leur utilisation. On les utilise, donc on prélève les quantités nécessaires et on les réintègre tout de suite après au niveau du congélateur. Donc, on ne doit pas les laisser trop longtemps à température ambiante au risque de complètement les dénaturer. Alors, par rapport au tableau qu'on vous a demandé de compléter, donc les volumes, on les a déduits. Donc, le volume d'ADN, c'est 2 microlitres, celui de l'enzyme, 1 microlitre, tampon, 2 microlitres, donc ça vous fait un volume total de 5 microlitres qui doit être complété par 15 microlitres d'eau distillée afin d'avoir un volume final de 20 microlitres. Quant à l'ordre de dépôt de ces enzymes-là, de ces constituants-là, pardon. Donc,
l'enzyme devant être conservée, maintenue, on va dire, à moins 20 degrés Celsius. On ne la retire qu'à la dernière minute et elle ne doit être introduite qu'à la dernière minute dans mon mélange réactionnel. Donc, je prélèverai la quantité d'enzyme, donc à savoir 1 microlitre. Donc, je prélèverai 1 microlitre de mon tube initial que j'introduirai dans le mélange réactionnel et je réintroduis tout de suite après mon enzyme au niveau du congélateur. Donc, l'enzyme devant obligatoirement être conservée à moins 20 degrés Celsius, donc elle est la dernière à être introduite quelque part dans ce mélange réactionnel. Donc, on va tout simplement commencer par l'eau distillée. Donc, prendre 15 microlitres d'eau distillée et les mettre au fond de notre tube Eppendorf. Puis, dans un deuxième temps, mettre le tampon. Alors, pourquoi le tampon et pas l'ADN? Encore une fois, c'est pour minimiser tout risque de contamination. Parce qu'en fait, si je commence par exemple par mettre mon ADN, donc je risque au moment de déposer, au moment de pipeter quelque part l'eau distillée et le tampon, je risque de les contaminer éventuellement avec l'ADN qui se trouve dans le tube. Donc en fait, on laisse l'ADN comme dernier élément pour éviter toute contamination du tampon ou de notre eau qu'on utilise justement et qu'on va devoir utiliser pour d'autres réactions. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit contaminée par l'ADN. Donc, on commence avec l'eau distillée, puis dans un deuxième temps, le tampon. Dans un troisième temps, on met l'ADN et le tout dernier élément à être déposé dans le tube, ça serait bien sûr les enzymes, du fait qu'elles doivent être maintenues au congélateur. Donc, on prélève à la fin de ce mélange, donc on prélève rapidement 1 microlitre d'enzymes qu'on introduit dans notre mélange et on remet tout de suite après le tube au congélateur. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord. Exercice B. Donc, y a-t-il des questions par rapport à l'exercice A ou je passe à l'exercice B? Pas de questions? D'accord. Bon, alors pour l'exercice B, donc encore une fois, il faut être attentif et très critique par rapport à l'énoncé de l'exercice. On vous dit que le génome humain a une taille d'environ 3,10 puissance 9 paires bases. Celle du virus marqueur utilisé, un phage lambda, est de 45 kilobases. On vous demande de déduire quelle est la masse d'ADN contenue dans une cellule humaine et combien de cellules sont utilisées pour l'extraction d'1 microgramme d'ADN génomique. On vous a donné bien sûr la masse molaire moyenne relative d'un nucléotide à 330 grammes par mol. Donc, on vous demande donc la taille du génome qui vous a été donnée. Donc, on vous a donné une taille de génome qui est égale à 3,10 puissance 9 paires bases. C'est la quantité de paires de bases qui est contenue dans le génome. D'accord? Ce qu'on vous demande, c'est de déduire la masse d'ADN qui est contenue dans une cellule humaine. Donc, si on doit déduire la masse, donc vous aviez bien sûr la loi de la masse molaire, selon laquelle la masse molaire est égale à petit m sur petit n. Donc, petit m, bien sûr, c'est la masse en grammes, et petit n, c'est le nombre de moles. Donc, si je dois déduire, bien sûr, la masse, ça sera grand M fois petit m. Donc, ça sera la masse molaire fois le nombre de moles. Donc, on vous a donné la masse molaire d'un nucléotide. Elle est de 330 grammes par mol.
Donc, nous pouvions, à condition, bien sûr, à condition de déduire le nombre de moles, nous pouvions par la suite déterminer la masse d'ADN. Donc, comment déterminer le nombre de moles? Le nombre de moles correspond en fait à la quantité de molécules sur le nombre d'Avogadro. La quantité de molécules, c'est ce qui vous a été donné en termes de paire de bases, c'est 3 10 puissance 9 paires bases. Et le nombre d'Avogadro, vous l'aviez également, c'est une constante. Donc, vous pouviez déduire le nombre de moles afin de calculer la masse. Alors, donc on avait dit que les molécules en question dont il s'agit, on parle de quantité de molécules. Donc, on a dit que le nombre de moles, c'était la quantité de molécules sur le nombre d'Avogadro. La quantité de molécules des questions, bien sûr, ce sont les nucléotides. Sachant bien sûr que chaque 2 nucléotides constitue une paire de bases. La taille du génome, on avait dit, correspondait à la quantité de paires de bases. Donc, je peux déduire la quantité de nucléotides, sachant que 2 nucléotides correspondent à une paire de bases. Donc, la quantité de molécules dans un ADN humain, elle est égale à 3 10 puissance 9 paires bases et elle est égale à 3 10 puissance 9 fois 2 nucléotides, c'est-à-dire 6 10 puissance 9 nucléotides. Donc, j'ai la quantité de molécules que je vais tout simplement diviser par le nombre d'Avogadro, donc qui correspond à 6,022 10 puissance 23, et j'obtiendrai le nombre de molécules, le nombre de moles, qui est égal à 9,96 10 puissance moins 15 moles. Ayant la masse molaire des nucléotides, ayant le nombre de molécules de ces nucléotides, il est possible de déduire la masse molaire. Donc, et de déduire, pardon, le petit m, la masse. Donc, petit m est égal à grand M fois N, donc 330 grammes par mol fois 9,96 10 puissance moins 15, ça vous donne une masse de 3,28 10 puissance moins 12 grammes. Sauf qu'encore une fois, on vous a dit la masse d'ADN contenue dans une cellule humaine, d'accord, c'est ce qu'on a fait, et combien de cellules sont utilisées pour l'extraction d'un microgramme d'ADN génomique. Ayons bien sûr la quantité de la masse de la quantité, je peux parler de quantité. Donc, ayons la masse de cet ADN et nous demandons de déduire le nombre de cellules qu'il nous faut pour extraire 1 microgramme de cet ADN. Donc, il s'agit tout simplement de rapporter la quantité d'ADN génomique, c'est-à-dire 1 microgramme, qui correspond en fait à 10 puissance moins 6 grammes, que je divise par la masse d'ADN que j'aurai calculée, donc 3,28 10 puissance moins 12, et j'obtiendrai en fait un nombre de cellules qui correspond à 3,04 10 puissance 7 cellules. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, je reprends. On vous a demandé, par rapport à l'énoncé, dans un premier temps, de déduire la masse d'ADN qui est contenue dans une cellule humaine. Pour déduire cette masse, on vous a donné une masse molaire qui correspond à celle du nucléotide, bien sûr, et qui est égale à 330 grammes par mol. Donc, je peux effectivement déduire la masse selon la loi du poids moléculaire, donc la règle du poids moléculaire. Donc, poids moléculaire ou M, grand M, est égal à
petit m sur n, étant le nombre de moles. Donc, d'où le petit m ou la masse qui est égale à la masse molaire fois le nombre de moles. La masse molaire, je l'ai. Elle est de 330 grammes par mol. Donc, mais c'est la masse molaire, bien sûr, du nucléotide. Je dois déduire, bien sûr, le nombre de moles de nucléotides qu'on retrouve au niveau de ce génome. Alors, comment déterminer le nombre de moles de ces nucléotides? Donc, vous aviez le nombre de moles qui correspond à la quantité de molécules sur le nombre d'Avogadro. Donc, la quantité de molécules, bien sûr, dans ce cas-là, il s'agit de la quantité de nucléotides. Donc, qu'on pourra déduire par rapport à la taille du génome qui nous a été donnée. On vous a donné une taille du génome qui est égale à 3 10 puissance 9 per base. Sachant que chaque 2 nucléotides constitue une paire base, donc la taille de ce génome, elle correspond en fait à 3 10 puissance 9 per base, mais elle est égale également à 3 10 puissance 9 fois 2 nucléotides, c'est-à-dire 6 10 puissance 9 nucléotides. Donc, vous allez devoir diviser cette quantité de nucléotides, c'est-à-dire 6 10 puissance 9 sur le nombre d'Avogadro pour obtenir le nombre de molécules de nucléotides se retrouvant au niveau de ce génome et qui correspond à 96 10 puissance moins 15. Donc, pour déduire la masse, par la suite, il s'agit tout simplement de multiplier la masse molaire qu'on vous a donnée, donc 330 grammes par mol, par le nombre de moles, donc 9,96 10 puissance 15, moins 15, et vous obtenez une masse qui correspond à 3,28 10 puissance moins 12 grammes. À la deuxième partie de la question, on vous demande de déduire le nombre de cellules utilisées pour pouvoir extraire 1 microgramme d'ADN génomique. Donc, 1 microgramme correspond en fait à 10 puissance moins 6 grammes. Donc, vous allez tout simplement diviser cette quantité d'ADN génomique sur la masse que vous auriez calculée. Donc, 3,28, 10 puissance moins 12. Et vous trouverez un nombre de cellules, après avoir fait les calculs. Donc, vous trouverez un nombre de cellules qui est égal à 3,04, 10 puissance 7 cellules. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Pas de questions? J'enchaîne? D'accord. Alors. Madame, Oui. Madame, j'ai trouvé 304 fois 10 puissance 5, c'est pas 7. 5. Pourtant, j'ai fait... Voilà 5. Non, voilà 5. Moins 12 qui est il faut que j'ai plus 12. Plus 12 et moins 6, ça vous fait 6. Ça vous fait 6, pas 7. 6, pas 7. 3,04 10 puissance 6. C'est bien cela. Normalement, 10 puissance. Combien vous avez rapporté? 6, voilà. Je me suis trompée juste en écrivant. Bon, c'est 6. Hein. Faites, après les applications numériques, vous les faites vous-même. Mais bon, c'est toujours bon d'attirer mon attention. Donc, je me suis juste trompée au moment de rappeler. Je me suis trompée, mais voilà. C'est tout simple. Le moins 12 qui est là, il faut qu'il y ait plus 12. Donc, plus 12 et moins 6, ça vous fait 6. Voilà. Donc, normalement, c'est 3,04 10 puissance 6 cellules. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? D'accord. Alors, je continue.
demande quelle est la fréquence statistique théorique du site de restriction écoréen sur l'ADN génomique humain. Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait fait pour l'exercice 1. Donc, on vous demande d'évaluer donc la fréquence statistique théorique, c'est-à-dire de déduire quelque part le nombre de sites de restriction écoréens présents au niveau de cet ADN génomique dont la taille est de 3 10 puissance 9 per base. Donc, comment alliez-vous faire? Rapidement, c'est la même chose que ce qu'on a pu voir pour l'exercice 1. Donc, vous allez tout d'abord devoir évaluer la fréquence de ce site de restriction qui est un site de restriction de 6 per base. D'accord? Donc, n est égal à 6. Donc, ça sera 1 sur 4 puissance 6. Donc, ça vous fait 1 sur 4096 per base, c'est-à-dire un site chaque 4096 per base. Donc, pour pouvoir déduire le nombre de ces sites de restriction, il s'agit tout simplement de diviser la longueur du génome humain, donc 3 10 puissance 9, sur 4096 per base. Voilà. Madame, là, on met souvent n est égal à 6. Parce que c'est des sites de restriction de 6 per base. Maintenant, si c'est un site de restriction de 4 per base, ça sera n est égal à 4. Et si c'est celui de 8, ça sera n est égal à 8. D'accord? C'est clair ou pas? Donc là, pour retrouver le nombre de sites de restriction, donc il s'agit tout bêtement de diviser la taille du génome par la fréquence de ces sites de restriction, donc 3 10 puissance 9 sur 4096, et ça vous fait en fait 7,32 10 puissance 5 sites de restriction au niveau de cet ADN génomique. Est-ce que c'est clair? Oui, elle représente la longueur du site de restriction. Donc, selon que ce soit un site à 4, à 6 ou à 8 per base, donc n prendra la valeur de 4, 6 ou 8. Voilà. En d'autres termes, si tous les sites de restriction à 4 per base ont les mêmes fréquences. Les sites de restriction de 6 per base ont les mêmes fréquences et les sites de restriction à 8 per base ont les mêmes fréquences. Encore une fois, je vous ai expliqué en vous disant que c'était justement des fréquences théoriques qui ne reflétaient pas forcément la réalité. D'accord? Ce qui était vrai par contre par rapport à ces fréquences, c'est le fait que les sites de restriction à 4 per base soient plus fréquents que ceux de 6 et ceux de 8. Est-ce que c'est clair par rapport à cela? C'est clair? Je peux continuer? La dernière question? Alors, je continue. Alors, on vous dit qu'en supposant que la digestion effectuée sur l'ADN génomique soit totale, pouvez-vous expliquer les différences d'aspect entre les bandes nettes obtenues pour le fragment de restriction du marqueur, c'est-à-dire, alors le marqueur, c'est le T-2, d'accord? Marqueur ADN, c'est la piste 2, d'accord? Donc, pouvez-vous expliquer la différence d'aspect entre les bandes nettes obtenues pour les fragments de restriction du marqueur et les taches diffuses, le smear, c'est ce qu'on appelle un smear, obtenu pour l'ADN génomique digéré. Donc, l'ADN génomique digéré, c'est le T-3, c'est la dernière piste. Donc, vous avez la première piste, c'est un témoin. C'est l'ADN viral non digéré. La deuxième piste, c'est l'ADN viral prédigéré par IN2-3.
Et vous, comme vous pouviez le voir, les bancs